Ronald W. Hughes, un avocat américain originaire de l'État doré, était un esprit libre et un avocat ouvert d'esprit de Los Angeles, Californie. Son engagement envers la défense publique et la contre-culture a été brutalement interrompu par une mort non élucidée à l'automne 1970, laissant la Cité des Étoiles et sa ville natale du sud de la Californie stupéfaites. Cherchant des réponses dans l'espoir de fournir un raisonnement plus solide, fondé sur des preuves observables et une analyse de la situation. Il s'agit d'un examen de la mort mystérieuse de Ronald Hughes dans le comté de Ventura, en Californie, et des circonstances suspectes entourant les procès de Charles Manson et de la famille Manson. En général, voici Cold Case Detective. Détective, l'épisode suivant aborde des sujets sensibles tels que le meurtre et la violence sexuelle. La discrétion du spectateur est conseillée. Ronald William Hughes, qui était surnommé Ron, est né de John Granville Hughes et Anita Olga Davis à Los Angeles, en Californie, le 16 mars 1935. Ronald était le deuxième garçon né de John et Anita, qui avaient eu le frère de Ron, John Wesley, 6 ans plus tôt. En 1929, alors que Ron était encore un jeune enfant, John et Anita ont déménagé avec leur petite famille à New York. La famille s'est agrandie en 1940 avec la naissance de leur troisième enfant, Stéphanie, leur première fille. Adolescent, Ron s'était construit une vie sociale active, bien qu'il ait grandi dans un foyer strict et conservateur avec le clan Hughes. Pourtant, malgré son conservatisme, il s'intéressait beaucoup à la condition humaine et aux droits. Il n'a jamais voulu devenir le prochain Clarence Darrow ou Abraham Lincoln. La nature de ce mode de vie l'a toujours intrigué et ses excellentes notes à l'école lui ont permis d'envisager une carrière potentielle dans l'étude du droit. Malheureusement pour Ron, son rêve de poursuivre des études supérieures a été brisé lorsqu'il a été envoyé combattre à l'étranger pendant la guerre de Corée. On ignore si Ron s'est engagé volontairement dans l'armée américaine ou s'il a été enrôlé après ses 18 ans. Dans le second cas, cela aurait entraîné une courte période de service de 4 mois avant qu'un armistice ne soit signé, mettant fin à la guerre en 1953. Quelles que soient les circonstances exactes de son service militaire, Ron est revenu dans la Grosse Pomme au début des années 1950 pour étudier au Queens College. Il est parti après avoir obtenu sa licence et a envisagé un éventuel retour chez lui à Los Angeles. Après avoir fait ses adieux à New York, Ron a tenu sa promesse de passer de l'Atlantique au Pacifique. Il a postulé dans plusieurs écoles de droit et a finalement été accepté à la prestigieuse faculté de droit de l'Université de Californie à Los Angeles. Il n'a pas fallu longtemps avant que Ron n'arrive dans le sud de la Californie et commence à suivre des cours à l'Université de Californie à Los Angeles après un programme rigoureux de 3 ans. Le futur avocat a tenté, sans succès, de réussir l'examen du barreau de Californie à 3 reprises. À sa 4e tentative, Ron a réussi et, après l'examen, a postulé au bureau du défenseur public du comté de Los Angeles. Après de longs entretiens et nominations, Ronald Hughes a finalement été embauché par le comté de Los Angeles. Bien qu'il n'exerçât pas lui-même en tant qu'avocat, Ron s'est rapidement fait des amis aussi bien au travail qu'en dehors, dans la Cité des Étoiles. Ses proches confidents le trouvaient excentrique, tout comme sa présentation. Petit, corpulent, à grande barbe rousse, il portait rarement des vêtements assortis ou propres, même au tribunal pour le travail. On disait aussi que Ron ne vivait pas chez lui et passait la plupart de ses nuits chez son ami qu'il considérait souvent comme son domicile. Il ne possédait qu'un matelas au sol dans un garage, son certificat du barreau de Californie abandonné et quelques chemises tachées de moutarde. C'était tout.
Le plus fascinant chez Ron était sa transformation rapide d'un garçon discret et conservateur de New York en un hippie libre d'esprit. Dans les collines du sud californien, Ron était obsédé par le mouvement de contre-culture qui s'emparait des États-Unis, surtout à la fin des années 1960. Il n'était pas timide à propos de sa propre consommation de drogue, expérimentant des substances aussi douces que le cannabis et aussi transcendantes que le lysergique acide, diéthylamide. Les drogues étaient ce qui aidait Ron à façonner un aspect de sa vie sociale. Bien que ce ne soit pas son seul sujet d'intérêt, elles l'ont mené dans les secteurs les plus louches de Los Angeles. Selon une publication de Long Beach en 1971, l'un de ces lieux était le Spahn Ranch, le repère tristement célèbre de Charles Manson et de sa famille. L'article disait que Ron restait parfois plusieurs jours au ranch et avait même pris de la drogue avec Charles Manson une fois. Il convient de noter que ces allégations ne sont pas étayées. En novembre 1970, Ronald Hughes a été nommé avocat commis d'office de Charles Manson pour le procès des meurtres de la famille Manson par le tribunal de Los Angeles. Bien que Ron n'ait jamais plaidé, le tribunal l'a choisi pour sa connaissance de la sous-culture hippie, mais d'autres éléments semblent le contredire. Ronald Hughes figurait sur la liste de Charles Manson des avocats commis d'office qu'il voulait pour sa défense. Néanmoins, Ron a accepté la mission avec beaucoup de fierté et a rencontré Manson à plusieurs reprises alors qu'il était détenu en prison avant le procès. Des rapports contradictoires disent que c'était sa première rencontre avec Manson et qu'il n'était jamais allé au ranch Spahn pour consommer de la drogue. Cependant, ces rapports précisent aussi que Ron voyait Manson avant d'être son avocat. Il avait déjà une relation avec un chef de secte criminelle. Après que l'accusation et la défense aient terminé, Ron était sous le feu de ses clients, tous membres de la famille Manson à l'exception de Charles Manson. Après un changement de représentation, Ron a décidé de défendre la famille, tout en essayant en même temps de ne pas laisser Charles Manson s'en tirer pour les meurtres. Bien sûr, le travail de Ron a mis en colère à la fois Charles Manson et quelques-unes des filles qui étaient déterminées à témoigner afin de revendiquer l'entière responsabilité des meurtres et d'absoudre Manson lui-même. Cela était dû à une manipulation totale de la part de Manson dont Ron était à la fois conscient et qu'il reconnaissait. À la fin du procès, le juge a accordé 10 jours de suspension pour que les deux parties terminent leur plaidoirie finale. C'est lors d'une escapade de campagne pendant le week-end, à la fin de sa pause, que Ron a connu un destin tragique et suspect en disparaissant dans le comté de Ventura. Son corps n'a été retrouvé que 4 mois plus tard, aux sources chaudes de Sessop à Ojai, en Californie. L'histoire de la mort non résolue de Ronald Hughes nous ramène à l'été 1969 lorsque le chien. Les jours d'août ont vite cédé la place aux crimes commis par Charles Manson et ses adeptes. Le 8 août 1969, une actrice enceinte de 8 mois du nom de Sharon Tate est horriblement assassinée à son domicile du Dix 1050 Cielo Drive à Benedict Canyon, Los Angeles. Elle est tuée aux côtés de 4 autres victimes nommées Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Jesse Sebring et Steven Perrin. Le lendemain, le 9 août, un autre double meurtre a lieu, cette fois visant le directeur de supermarché Leno LaBianca et sa femme Rosemary. Les 7 meurtres sont tous commis juste après minuit le 10 août par la famille Manson, une secte encouragée par leur chef éponyme, Charles Manson. Les membres du cercle rapproché de Manson qui ont participé au meurtre étaient Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten, Stephen Clem Grogan et Charles Tex Watson. Il n'y aurait aucune arrestation de membres de la famille Manson avant l'automne 1969 lorsque cela fut signalé. Charles Manson et son groupe s'étaient enfuis dans la vallée de la mort. Après plusieurs vols de voitures et autres biens, Manson et certains adeptes furent arrêtés. Cependant, leur lien avec les meurtres de Tate et LaBianca restait à prouver. Quelques mois plus tard, en décembre 1969, les enquêteurs ont enfin une avancée majeure dans l'affaire Tate LaBianca.
Ils inculpent Manson, Watson, Atkins, Krenwinkel et Van Houten pour les 2 meurtres. Une autre membre de la famille Manson, Linda Kasabian, se rend aux autorités et devient rapidement leur témoin vedette. Cependant, avant de décider, il fallait d'abord régler l'autre partie du procès. D'après des sources, Manson avait une liste d'avocats qu'il voulait comme défenseur public, et Ronald Hughes y figurait apparemment. Cependant, cette information n'est pas non plus confirmée. Néanmoins, Ron est d'abord désigné comme l'avocat de Charles Manson, l'avocat de Manson, le même mois, en décembre 69. Dans les mois suivants, il rencontre régulièrement Manson en prison, mais la nature de ses visites reste inconnue. 6 mois plus tard, début juin 1970, Ron est retiré de la défense de Charles Manson et réaffecté à celle de Leslie Van Houten. Cela se produit seulement 2 semaines avant le procès et aucune explication officielle n'est jamais donnée par les tribunaux. Le 15 juin 1970, le procès des meurtres Tate LaBianca commence à Los Angeles, Californie. Au cours du procès, Ron montre rapidement pourquoi il était si passionné par la loi, surmontant les erreurs grâce à des questions intrigantes. À un moment donné du procès, Ron passe des heures à interroger la principale témoin de l'accusation, Linda Kasabian, sur ses expériences avec la sorcellerie, la perception extrasensorielle et les drogues hallucinogènes. Il la présente comme une narratrice peu fiable et cherche à détourner la culpabilité de la famille Manson. Les filles rejettent toute la responsabilité sur Charles Manson. À peu près à la même époque, Charles devient de plus en plus furieux contre la défense de Ron, en colère de voir son plan d'avant le procès se dévoiler sous ses yeux. Il avait ordonné à ses adeptes d'endosser toute la responsabilité. Et, sans avoir commis lui-même aucun des crimes, il espérait s'en sortir sans aucune conséquence. Malgré la colère croissante de Manson, Ron reste déterminé à protéger son client par tous les moyens. Il ne se soucie pas des obscénités hurlées dans la salle d'audience ni des regards mauvais qu'il reçoit de Manson. Il veut absolument que chacun sache que Manson contrôle totalement Van Houten et les autres filles. Après 22 semaines de procès et à la mi-novembre, l'accusation termine enfin sa présentation. Le même jour, Ron et ses collègues avocats commis d'office terminent également leur plaidoirie, provoquant un certain choc dans la salle d'audience avant que tout le monde ne parte. Cependant, 3 filles de la famille Manson, Van Houten, Atkins et Krenwinkel, se lèvent et crient pour protester, exigeant de témoigner. Sachant qu'il s'agissait du dernier acte de la manœuvre de Manson pour que les filles s'impliquent elles-mêmes, Ron est l'un des premiers à se lever et à s'y opposer. Je dis au juge que j'ai refusé de participer à toute procédure où l'on me force à pousser un client par la fenêtre. Plus tard, Manson fait sa déclaration finale devant le tribunal et les filles apprennent que leur témoignage n'est pas requis. Le juge-président ordonne une suspension de 10 jours pour les vacances de Thanksgiving et permettre à chaque partie de réviser leur plaidoirie finale durant cette pause. Mi-novembre 1970, Ron part camper dans le comté de Ventura, Californie. Il demande à James Forcher et Lauren Elder de l'accompagner lors du voyage. Le 27 novembre, les 3 amis vont dans une zone rurale isolée du comté de Ventura, appelée Source chaude de Sespi. Au même moment, une des pires tempêtes du sud de la Californie frappe, provoquant crues soudaines, glissements de terrain et de nombreux obstacles. Pour les voyageurs comme Ron et ses compagnons, Ron dit qu'il veut rester jusqu'au 29 et reste au campement. La décision paraît étrange à James et Lauren, étant donné que leur Volkswagen était embourbé et le reste du parc était en train d'être évacué à cause du mauvais temps. Ce soir-là, les 2 amis décident tous les 2 qu'il est trop dangereux de continuer le voyage et rentrent à Los Angeles en faisant de l'autostop. Après que leur premier trajet en bus se soit enlisé dans la boue, le matin du 28 novembre, Ron est toujours au campement. À un moment donné, il se promène dans la région et rencontre 3 randonneurs inconnus. Les 4 s'arrêtent pour discuter avant que Ron ne reparte. Les 3 randonneurs ont ensuite dit aux enquêteurs que la zone où ils avaient trouvé Ron était protégée des crues soudaines et qu'il ne paraissait ni agité ni blessé. Ce serait la dernière apparition confirmée de Ronald Hughes.
2 jours plus tard, le matin du 30 novembre 1970, le procès Tate LaBianca reprend, mais Ron n'arrive pas avec le tribunal. À ce moment, tous les participants au procès apprennent son voyage en camping. Plus tard dans l'après-midi, à exactement 13h33, un appel est passé au bureau de Paul Fitzgerald, qui est l'avocat principal chargé de l'affaire Tate LaBianca. L'appelant, prétend être Ronald Hughes, et dit à l'opératrice téléphonique qu'il a été piégé aux sources chaudes de Sespie à cause du mauvais temps. L'opératrice transmet le message à Fitzgerald et à l'équipe de défense, puis informe les enquêteurs plus tard. Elle ne peut pas être certaine que la voix appartenait réellement à Ron, car l'appelant semblait beaucoup plus jeune que Hughes à l'époque. De retour dans le comté de Ventura, les opérations de recherche et de sauvetage sont interrompues par le bureau du shérif en raison des pluies continues. 2 jours plus tard, le 2 décembre, d'autres évacuations ont lieu aux sources chaudes. 14 personnes sont secourues par hélicoptère, 10 à pied. Environ 6 campeurs refusent de partir. Mais parmi les 30 personnes contactées, aucune n'est Ron, et aucune ne se souvient l'avoir vue. Le juge Holder ordonne le même jour la poursuite du procès Tate LaBianca. Il choisit Maxwell Keith pour remplacer Ron dans la défense de Van Houten. Lorsque la disparition de Ron atteint son 2e anniversaire, tout part en vrille. À plusieurs reprises, les filles de la famille Manson crient tout fort dans la salle d'audience. Des rumeurs accusent le juge Holder d'être impliqué dans le sort de Ron et la disparition de l'avocat. Elles sont aussitôt exclues du tribunal. En passant de 1970 à 1971, Ronald Hughes reste introuvable. Tous les accusés, dont Charles Manson lors du procès Tate LaBianca, sont déclarés coupables. Mais leurs peines de mort seront ensuite commuées en perpétuité suite au changement de la loi californienne en 1972. L'enquête sur Ronald Hughes se heurte également à un mur, et ce, malgré les recherches de plus en plus nombreuses menées dans les environs des sources chaudes de Sesapie. L'avocat commis d'office reste introuvable. Début mars 1971, les autorités reçoivent un tuyau anonyme affirmant que Ron a été vu près du ranch Barker dans le comté d'Inyo. La région était autrefois connue pour avoir été le quartier général de la famille Manson. Cependant, la police ne parvient à rien trouver d'utile. Quand tout espoir semble perdu, l'affaire prend une tournure des plus tragiques lorsque, le 29 mars, 2 pêcheurs naviguant dans le comté de Ventura découvrent le corps gravement décomposé de Ronald Hughes. Le corps est coincé dans une gorge entre 2 gros rochers près d'Ojai en Californie. Quelques jours plus tard, les forces de l'ordre confirment l'identité de Ronald Hughes grâce à une radiographie dentaire. En raison de l'état du corps, la cause du décès reste inconnue et la décision officielle conclut à une cause indéterminée. Le 7 avril 1971, Ronald Hughes est enterré au cimetière Westwood Village Memorial Park à l'ouest de Los Angeles. Des années après ce camping de 1970, peu de progrès ont été faits pour élucider la mort de Ron. Cependant, à la fois l'enquêteur principal chargé de l'affaire et l'un des amis les plus proches de Ron pensent tous deux qu'il a été victime d'une mort accidentelle. Malgré les rumeurs selon lesquelles quelque chose de plus sinistre était en jeu, une enquête criminelle n'a jamais été ouverte. Un détail souvent négligé dans la disparition de Ronald Hughes est l'implication étrange de Larry Dyer. Un mot laissé dans le garage appartement de Ron au moment de sa disparition. Quelques jours après le début de l'enquête, alors que de nombreux journalistes couvraient la disparition de Ron jour et nuit, une découverte a eu lieu chez l'avocat disparu. Un journaliste non identifié inspectait le garage lorsqu'il a découvert un mot manuscrit adressé à Ronald Hughes. Le mot disait ceci: « J'ai dit au tribunal que tu étais coincé à Sespie. » Et, selon la California Highway Patrol, tu dois y rester au moins 2 ou 3 jours. J'ai aussi appelé Fitzgerald pour les en informer. À la fin du mot, il y avait la signature d'un homme du nom de Larry Dyer. Dyer n'était pas connu.
ni impliqué dans l'affaire Ronald Hughes ou dans le procès des meurtres de Tat et LaBianca jusque-là. Les enquêteurs ont vite suivi cette piste et retrouvé Larry Dyer. Dyer a expliqué au détective qu'il était un bon ami de Ron et qu'on lui avait demandé de l'accompagner, lui et d'autres amis, lors de leur voyage de camping aux Sources Chaudes en novembre. Interrogé sur son refus de l'invitation de Ron, Dyer a expliqué qu'il préférait rester avec sa femme enceinte lors de la disparition. L'alibi de Dyer a rapidement été corroboré et il a été retiré de la liste des personnes potentiellement impliquées. Le vrai mystère de la note de Larry Dyer était la mention de son appel au bureau de Paul Fitzgerald à 13h30 le 30 novembre. Dans la note, Dyer précisait qu'il avait passé l'appel. Selon le bureau de Paul Fitzgerald, l'appelant a prétendu être Ron lui-même. La formulation exacte de l'appelant n'est pas connue, mais le bureau de Fitzgerald maintient que la personne a affirmé être Ronald Hughes. Dyer a été interrogé sur ce point et a nié avoir dit être son ami au téléphone. Interrogé sur ce qu'il pensait, Dyer a supposé que Ron avait sans doute trouvé une grotte ou un abri pour attendre la fin des tempêtes. Mais il s'est retrouvé du mauvais côté d'un accident. Malheureusement, Larry Dyer est décédé en 1995 et son point de vue sur ce qui s'est passé pendant ces jours de l'enquête est tout ce que nous avons. La note de Dyer et l'appel téléphonique de Fitzgerald sont suffisamment contradictoires pour susciter des interrogations, car soit quelqu'un ne dit pas la vérité, soit la personne qui a reçu cet appel du 30 novembre a vraiment mal compris son interlocuteur. Pour approfondir du point de vue de l'affaire principale, voici quelques explications logiques pour essayer de comprendre les événements étranges entourant la note de Larry Dyer et le prétendu appel téléphonique. Premièrement, Larry Dyer dit la vérité à propos de l'appel téléphonique. L'opératrice ayant répondu au téléphone de Fitzgerald lundi après-midi n'a pas bien compris Dyer. S'il a dit « Je voulais vous prévenir, mon ami Ronald Hughes est coincé à Sespe Hot Springs », peut-être que l'opératrice a entendu « Je voulais vous informer, je m'appelle Ronald Hughes et je suis coincé à Sespe Hot Springs » ou quelque chose comme ça. L'opératrice a peut-être simplement mal compris Dyer et cru à tort que Ron appelait. Numéro 2. Larry Dyer dit la vérité sur l'appel, mais l'opératrice a menti sur l'identité de l'interlocuteur pour créer une chronologie gardant Ron en vie. Lundi 30 novembre après-midi. On ignore si l'information sur l'appel vient du bureau de Fitzgerald ou de l'opératrice. Même si le bureau de Fitzgerald voulait écarter Ron du procès, les détectives auraient interrogé l'opératrice. Cela supposerait un plan bien plus vaste que les autres preuves, renvoyant au point numéro 3. Larry Dyer et l'opératrice disent tous deux la vérité sur l'appel téléphonique. Cela signifie que l'un des deux appels téléphoniques a soit été oublié, soit a été omis des informations publiques disponibles concernant l'affaire de Ron. 4. Larry Dyer ment sur l'appel et connaît la vérité sur Ronald Hughes. Et si Dyer n'avait pas rejoint l'excursion de Ron parce qu'il savait qu'un grave danger menaçait l'avocat public, comme il était aux sources avec un alibi, on sait qu'il n'y était jamais vraiment. Mais l'histoire de rester chez lui pour sa femme enceinte aurait pu tromper la police. Aucune preuve ne soutient cette théorie ni n'indique que Dyer en voulait à Ron. Cela paraît donc peu probable. Ni Larry Dyer, ni l'opératrice téléphonique mentionnée n'ont apparemment de lien avec la disparition de Ronald Hughes. Beaucoup de gens pensent que quelqu'un ou plusieurs personnes sont responsables. Les premiers et principaux suspects envisagés par les enquêteurs étaient les deux personnes qui ont campé avec Ron pendant le dernier week-end de sa pause, James Forsher et Lauren Elder. La théorie paraît d'abord logique. Les deux dernières personnes vues avec Ron sont les principales personnes d'intérêt. Mais ils n'étaient pas les derniers à voir ou parler à Ron. Forsher et Elder avaient eux tous les deux quitté la région des Sources Chaudes de Sespe tôt le samedi matin et avaient des alibis confirmés au moment où Ron aurait été vu par ces trois randonneurs. Un autre détail étrange sur Forsher et Elder était leur âge.
Tous les deux n'avaient que 17 ans, ils étaient donc encore mineurs. On ignore pourquoi Ron campait avec des adolescents, mais beaucoup pensent que cela était lié à son passé contre-culturel. Forsher et Elder affirmeraient de plus tard qu'il n'y avait rien de malveillant dans leur relation avec Ronald Hughes. Il reste possible que si l'avocat avait fait des avances non désirées à un adolescent, ils auraient pu revenir au campement pour se venger. Est-ce probable? Pas vraiment quand on considère à quel point Ron était plus âgé et plus grand que ses homologues mineurs. En plus du fait que ni Forsher ni Elder n'auraient pu retourner au campement après son évacuation et sa fermeture, sans parler de retrouver Ron dans tout ce désordre de toute façon. La police a pris soin d'interroger les adolescents à leur retour et n'a vu aucun signe de lutte ni aucun indice d'un mobile contre Ronald Hughes. Et ces 3 randonneurs à qui Ron a parlé avant de disparaître. On sait peu de choses sur ces 3 personnes, restées non identifiées et jugées sans importance dans l'affaire Ronald Hughes, après leur innocence établie par les enquêteurs. Si les théories selon lesquelles Ronald Hughes aurait eu des ennuis sont vraies, la prochaine option plausible serait que les auteurs soient d'une manière ou d'une autre liés à Charles Manson et à la famille Manson. Ron avait défié le plan de Manson pour le procès Tate LaBianca. Il y avait aussi une autre information présumée qui a intrigué les détectives. Les prétendues dernières paroles de Charles Manson adressées à Ronald Hughes sont les suivantes. « Je ne veux plus te voir dans la salle d'audience maintenant. » Le fait que Manson ait formulé un de ses désirs troublants ne prouve pas qu'un autre membre ait suivi Ron pour le tuer quelques semaines plus tard. Cela illustre mieux leurs attitudes communes envers l'avocat public. Un membre de la famille Manson non capturé aurait-il pu suivre Ron aux sources chaudes de Sespie et le tuer en profitant des orages et des ordres d'évacuation comme couverture ? En mars 1971, un appel anonyme a alerté la police sur la région de Barker Canyon dans le sud de la Californie, ancien quartier général de la famille Manson. L'appelant affirmait que Ronald Hughes y était enterré, mais les enquêteurs n'ont rien trouvé et ont pensé à une plaisanterie. Et pourtant, cela n'a pas dissipé le pressentiment de tout le monde que Charles Manson avait ordonné la mort de Ronald Hughes. Le procureur principal Vincent Bugliosi a publié en 1974 son livre sur les meurtres, Helter Skelter, incluant une déclaration de Sandra Good, membre de la famille Manson, affirmant à Bugliosi que Ronald Hughes avait été assassiné en représailles à ses actions contre Charles Manson et les accusés. Elle est la seule de la famille à avoir fait ces déclarations publiquement, beaucoup les rejetant comme une simple tentative d'attirer l'attention. Après l'impact de Helter Skelter de Bugliosi, bien qu'elle n'ait pas été ignorée, les détectives ont interrogé Sandra et d'autres membres sans trouver suffisamment d'éléments pour justifier une enquête criminelle. Les seuls suspects restants étaient les 2 pêcheurs ayant découvert le corps de Ronald Hughes aux sources chaudes le 28 mars 1971. Les pêcheurs, Don Chessman et John Well, quadragénaires, n'ont signalé leur découverte à la police que le lendemain, dimanche 29. Interrogés par les autorités, ils ont dit ne pas vouloir gâcher leur partie de pêche, laissant les forces de l'ordre perplexes et frustrées. Après un interrogatoire plus poussé, il a été déterminé que les pêcheurs n'avaient aucun lien avec Ronald Hughes et ils ont été rayés de la liste des personnes d'intérêt presque immédiatement. Cependant, cela a amené certains à soupçonner que des hommes avaient pu déposer le corps de Ronald Hughes à cet endroit. Avant de revenir le lendemain et de prétendre que tout était une surprise, il était tentant de soupçonner les pêcheurs. Mais la position du corps de Ronald Hughes dans les sources chaudes de Sessapi ne pouvait s'expliquer que par des causes naturelles. Le corps de Ron a été retrouvé coincé dans un passage étroit et abrupt des sources, appelées les Narrows, bloqué entre 2 gros rochers. De plus, les hommes ont déclaré que le corps de Ron n'avait qu'un seul bras encore attaché, alors qu'en réalité, les 2 bras étaient attachés. Mais la vue à l'endroit où il a été retrouvé était obstruée, empêchant une ligne de vue dégagée. Les rumeurs de perte de bras ont nourri les commérages sur un acte criminel immédiatement et à long terme.
En réalité, c'est ainsi que le corps de Ron a été découvert. Dans la principale force motrice derrière la dernière théorie, celle qui fait le plus consensus, la mort de Ronald Hughes a été considérée comme un accident tragique après que les dossiers dentaires ont confirmé l'identité du corps comme étant celle de Ron. Le détective assigné, le sergent Charlie Rudd, du shérif du comté de Ventura, a examiné de plus près les nouvelles preuves et a compris que Ron avait été victime des tempêtes qui avaient frappé la forêt nationale de Los Padres. Rudd a conclu qu'après avoir dit au revoir à Forcher et Elder, Ron a contacté les randonneurs anonymes. Le lendemain matin, il s'est retrouvé lui-même coincé dans une crue soudaine quelque part au fond du parc, alors que le ruisseau autour de lui débordait. Ron s'est soit noyé, incapable de rester à la surface dans les eaux montantes, soit il a été assommé par des débris dévalant le ruisseau. Pris dans un courant rapide, il aurait pu être projeté contre les rochers et se noyer, victime des conditions naturelles violentes. Le corps de Ron aurait dérivé sur la Rolling River avant de rester coincé dans les gorges où il a été retrouvé des mois après. Le délai entre le décès et la découverte du corps explique la décomposition avancée, empêchant le médecin légiste de déterminer la cause exacte du décès. Ils ont précisé qu'aucun élément, sur ou près du corps de Ron, ne suggérait un acte criminel. Malgré les circonstances qui laissaient supposer un mobile caché au final, aucune décision officielle n'a jamais été prise concernant le sort de Ronald Hughes. Sa mort demeure non résolue et l'affaire reste ouverte par le bureau du shérif du comté de Ventura. Petite parenthèse, nous tenons à rappeler à nos spectateurs et auditeurs que notre conclusion peut ne pas être la même que celle que vous ou d'autres partagez. Les affaires non résolues sont ouvertes à l'interprétation car c'est la nature même de ces dossiers. Meurtre et disparition non élucidées. En raison d'un manque de preuves et de l'absence d'une explication cohérente, vous pouvez percevoir les informations présentées différemment de nous et c'est tout à fait normal. Merci de ne pas prendre nos conclusions comme une vérité, par respect pour la victime et sa famille. Nous ne sommes pas non plus des enquêteurs professionnels, mais simplement des personnes comme vous qui souhaitent sensibiliser le public à propos de certaines affaires, de leur histoire et des récits des moins chanceux. Pour Ronald Hughes, nous partageons l'avis du sergent Rudd et du coroner du comté de Ventura. Le fait que Ronald soit resté sur place pendant une tempête de pluie infernale dans le sud de la Californie, une région qui ne reçoit pas beaucoup de pluie tout au long de l'année et qui est sujette à des crues soudaines et des glissements de terrain extrêmement dangereux, nous amène à penser qu'il a été victime de la nature. Cependant, nous voulons aussi reconnaître que la mort de Ron n'est pas sans suspicion et il y a suffisamment d'aspects coïncidents dans cette affaire pour que nous gardions une certaine curiosité. Pourquoi Ronald voulait-il camper à Ojai, Californie, juste avant la présentation de ses plaidoiries finales? Dans l'affaire la plus importante de sa vie, et l'une des plus grandes affaires de l'histoire des États-Unis, cela nous dépasse. Un peu de repos, de détente et de solitude pour préparer ses plaidoiries finales semble une excellente idée. Mais quand on considère l'ampleur des intempéries et la charge de travail de Ron, cela défie toute logique. Peut-être que Ronald voulait s'évader dans la nature et se détendre avec des drogues. Cela expliquerait pourquoi il a suivi quelques adolescents qui étaient peut-être eux-mêmes impliqués dans le mouvement contre-culturel. Bien sûr, tout cela n'est que pure spéculation. Seuls Forrester, Elder et Hughes savaient pourquoi Forrester et Elder étaient de présents. Ensuite, il y a le lien avec la famille Manson et les circonstances étranges du procès, dont les prétendues dernières paroles de Charles Manson à Ronald Hughes et l'affirmation de Sandra Good sur la mort de Hughes. En représailles, les graines du doute ont été fermement semées. Est-ce possible? Un Manson a suivi Ron aux sources chaudes de ses âmes. A-t-il attendu d'être seul, l'a tué, survécu à la tempête, puis abandonné le corps 3 mois après, une fois tout réglé? Tout ça pour faire croire à un accident. Non, mais ce n'est pas impossible non plus. Jusqu'à ce que des preuves plus solides viennent incriminer quelqu'un dans la mort de Ronald Hughes, la police ou les autres forces de l'ordre ne retiendront pas la thèse du meurtre. Ils peuvent suivre des pistes, mais celles-ci ont été rares, surtout au cours des 50 dernières années. Bien que la disparition non résolue de Ronald Hughes ait été tragique, pour le moins qu'on puisse dire,
sa vie devrait être rappelée pour les bonnes actions qu'il a accomplies juste avant sa mort. Beaucoup le jugeront pour ses expériences supposées avec la drogue ou son engagement dans la contre-culture. Certains le critiqueront pour avoir campé pendant la mousson ou croiront les rumeurs selon lesquelles il aurait pris de la drogue avec Manson avant de rejoindre son équipe de défense. La réalité cependant, c'est que Ronald Hughes a veillé à ce que le plan de maître de Charles Manson pour éviter toute accusation de meurtre et rejeter toute la faute sur ses adeptes ne soit pas un succès. Il a souligné le contrôle et l'influence violente qu'il exerçait sur les autres filles de la famille Manson, même lorsqu'elles résistaient. Sans Hughes pour s'opposer à l'intimidation de Manson et ses complices, qui sait comment le procès Tatla Bianca aurait fini. Il aurait peut-être eu la même conclusion malgré tout, mais l'influence de Ronald Hughes ne peut pas être ignorée. Il a peut-être dormi chez un ami et porté des vêtements dépareillés au tribunal. Il n'était peut-être pas l'exemple parfait de l'avocat idéal, mais il était un étudiant du droit et passionné par la défense de ce qu'il considérait comme juste et équitable. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez des informations sur la mort non résolue de Ronald W. Hughes, veuillez appeler la ligne d'assistance de Ventura County Crime Stoppers au 1-800-222 TIPS ou contacter le bureau du shérif du comté de Ventura au 805-654-2000 380. Ici le détective des affaires non résolues.